Notre civilisation traverse actuellement une période de troubles et de crise à tous les niveaux. Crise économique, bien sûr, mais aussi crise politique, crise des valeurs, de la culture, des identités. Les bouleversements que nous subissons sont à la source d'énormément de souffrances et de questionnements. Et les êtres humains que nous sommes ont bien du mal à rester optimistes face à un avenir que personne ne semble en mesure de prédire. Mais la crise de civilisation que nous connaissons a malgré tout un revers positif. Confrontés à la menace du chaos, nos consciences s'éveillent à des horizons nouveaux. La fin du mythe du progrès que notre Occident moderne serait censé incarner, l'effondrement de nos repères idéologiques et de nos croyances, la prise de conscience de la précarité du monde et de nos vies nous pousse à désirer un monde fondé sur des repères plus solides, plus stables, et, ce faisant, à revenir aux choses fondamentales. Plus que jamais, la question du sens que nous donnons à nos existences refait surface, après des décennies d'une relative insouciance permise par la douceur de la croissance et de la consommation. Le réveil des consciences auquel nous assistons s'accompagne souvent d'un désir de renouer avec le monde de la pensée et de la spiritualité. De plus en plus, des personnes me contactent pour me dire qu'elles aimeraient s'initier à la philosophie et me demandent par quel livre ou par quels auteurs elles pourraient commencer. La philosophie étant souvent considérée comme un domaine difficile et peu accessible aux novices, ces personnes cherchent le livre qui leur donnerait le goût et l'envie d'aller plus loin dans la découverte de cette discipline. Mon réflexe, jusqu'à présent, était de les renvoyer aux livres par lesquels je me suis moi-même initié à la philosophie lorsque j'étais adolescent. Les Pensées de Marc Aurèle, certains fragments posthumes de Nietzsche, ou encore quelques textes de Rousseau, l'un des derniers philosophes encore étudiés dans nos lycées. Mais je me suis vite aperçu que de tels conseils de lecture n'étaient pas forcément les plus judicieux. Bien que relativement accessibles, ces livres n'en restent pas moins basés sur des intuitions et des modes de pensée auxquels le grand public n'est pas habitué. Au lieu d'aider ces personnes et de les encourager, je risquais plutôt de les rebuter en les maintenant dans l'idée que la philo, ce n'est pas fait pour eux. Alors, que faire? La philosophie est ce qui m'a permis d'échapper au renoncement, à des moments où, comme chacun sait, la vie ne vous demande pas l'autorisation pour vous administrer ses leçons. J'ai toujours été fermement convaincu que la philosophie était un espace ouvert à tous, et que chacun pouvait y trouver des réponses, mais aussi des remèdes à ses propres maux. Bien souvent, les personnes qui sont attirées par cette discipline estiment qu'elles n'ont pas le bagage conceptuel suffisant pour s'y intéresser. Elles y renoncent, renonçant du même coup à un outil précieux pour penser et comprendre le monde. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'écrire le livre que j'aurais aimé pouvoir lire lorsque je me suis moi-même aventuré sur le terrain de la philosophie étant plus jeune. La plupart des gens n'imaginent pas à quel point la philosophie est omniprésente dans nos paroles, y compris dans celles qui nous sembleraient les plus banales et insignifiantes. Nos petites phrases de tous les jours regorgent de références plus ou moins tacites à des courants philosophiques, sans même que nous nous en rendions compte. Prenons l'exemple d'une phrase que tout le monde a déjà prononcée plusieurs fois dans sa vie. « Je n'ai pas fait exprès ». Lorsque je commets une faute et que je cherche à me justifier en disant « je n'ai pas fait exprès », que sous-entend ma phrase? Elle sous-entend que la valeur morale de mon acte dépend seulement de mon intention. J'ai renversé un verre de vin sur la moquette, certes, mais je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas un acte volontaire. Et si ce n'était pas volontaire, je ne peux pas être tenu pour fautif. Je ne suis pas, moralement parlant, coupable. Évidemment, on ne se dit pas tout ça dans sa tête lorsqu'on dit « je n'ai pas fait exprès ». Mais c'est pourtant ce que cette phrase sous-entend, si on y réfléchit. C'est, pour ainsi dire, son inconscient philosophique. Ce qui nous amène à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un acte est moral ou immoral? Est-ce l'intention qui y préside, ou bien est-ce les conséquences que notre action aura dans la pratique? Vous le voyez, derrière cette phrase apparemment anodine, c'est toute une conception philosophique que nous engageons malgré nous. Pour le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui vécut au XVIIIe siècle, le caractère moral ou immoral de notre comportement provient de la volonté qui en est à l'origine. Si c'est une bonne volonté qui inspire mon geste, si j'agis non pas en ayant en vue les conséquences, mais par respect pour un principe juste, alors mon acte est légitime, il est moralement bon. La devise de Kant est la suivante. Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle. La phrase paraît complexe, mais l'idée qu'elle traduit est assez simple. Une action bonne pour Kant, c'est une action qui pourrait servir de modèle à l'humanité. Kant appelle ça l'impératif catégorique. La conception morale de Kant s'inscrit dans ce qu'on appelle le déontologisme. Le mot déontologie nous est assez familier. Il désigne le code de conduite que nous nous engageons à respecter au sein de notre profession, et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Le déontologisme, c'est donc la doctrine morale qui fait dépendre la légitimité d'une action du principe qui en est à l'origine. À la même époque, le philosophe britannique Jeremy Bentham proposera une conception radicalement opposée à celle de Kant. Pour lui, ce n'est pas l'intention qui fait qu'une action est morale ou immorale, ce sont ses conséquences.
La doctrine de Bentham relève ainsi de ce qu'on appellera le conséquentialisme. Une action est juste si elle est utile, et, pour Bentham, utile signifie qui augmente la quantité globale de bonheur. Prenons un cas concret. Imaginons un scientifique qui aurait découvert le procédé de fabrication d'un remède universel. Grâce à sa découverte, toutes les maladies dont souffrent les hommes sur la planète pourraient être éradiquées. L'ennui, c'est que ce remède est payant et que tout le monde ne pourra pas en bénéficier. La question qui se pose ici est: ne serait-il pas légitime de voler à ce scientifique le procédé de fabrication de son remède pour en faire profiter tout le monde? Selon le critère de Bentham, à savoir le bonheur du plus grand nombre, il n'y a pas à hésiter. Si seuls comptent les conséquences, il est légitime de voler le remède, quand bien même certains considéreraient que le vol est un acte immoral. La morale de Bentham n'étant pas fondée sur des principes, mais sur les conséquences, le bien et le mal sont pour lui des notions relatives. Elles dépendent de la situation dans laquelle on se trouve, et ce qui est bien dans un cas peut être mal dans un autre, et inversement. Dans ce schéma de pensée, il n'y a pas d'absolu. Le bien et le mal dépendent des circonstances, et non pas de tel ou tel principe. Ces deux conceptions morales, le déontologisme de Kant et le conséquentialisme de Bentham, possèdent évidemment leurs défauts et leurs limites. Suivre aveuglément des principes, comme le préconise Kant, sans se soucier des conséquences, est-ce une attitude raisonnable? Supposons qu'un assassin m'interroge pour savoir où se cache la victime qu'il poursuit. Si on suit la morale de Kant, dire la vérité est un devoir absolu, quelles qu'en soient les conséquences. Cela signifie qu'agir moralement, c'est dire la vérité à l'assassin en lui révélant où se cache la victime. Agir moralement, c'est, dans ce cas précis, se rendre complice d'un crime aussi grave que le meurtre. Mais la morale de Bentham n'est pas non plus exempte de reproches. Imaginons cette fois-ci le cas d'un homme qui serait persécuté par sa communauté, alors qu'il ne se serait rendu coupable d'aucun méfait. Comment justifier ce mauvais traitement? N'avons-nous pas un devoir de respect envers autrui? Pour Bentham, la question n'est pas là. Peu importe les principes au nom desquels nous agissons, peu importe les idées du bien et du mal, peu importe la notion de dignité humaine ou de respect de la personne. Seules comptent les conséquences en termes de bonheur global. Et si une communauté trouve plus de plaisir à martyriser un individu que cet individu n'éprouve de souffrance à être martyrisé, ce qui peut facilement être le cas du fait de la loi du nombre, alors il n'y a là rien d'illégitime. Que retenir de cette petite excursion dans les coulisses de ces deux philosophies morales? Que nous sommes tous confrontés, dans nos vies, à des cas qui relèvent de ce type de réflexion. Nous sommes tous, consciemment ou non, partie prenante de ces deux logiques de comportement. Connaître les implications de nos actes, savoir dans quelle conception s'inscrivent nos opinions et nos manières d'être, être capable de nous mettre à distance de nous-mêmes pour interroger le bien fondé de ce que nous disons et pensons, c'est ça, ce n'est rien d'autre que ça, faire de la philosophie. Lorsque nous disons « je n'ai pas fait exprès », lorsque nous disons « chacun sa vérité », lorsque nous disons « je fais ce que je veux », la nature est bien faite, ou même lorsque nous disons « je t'aime », avons-nous réellement conscience de ce que nous disons? Avons-nous conscience de la philosophie implicite que nous défendons? C'est cette méthode que j'ai suivie dans mon livre. 10 petites phrases de la vie de tous les jours passées au scanner conceptuel. 10 petites phrases que nous prononçons tous, sans même remarquer qu'elles sont des signatures philosophiques par lesquelles nous nous positionnons sur les grands thèmes de l'histoire des idées. La liberté, la vérité, le bien et le mal, Dieu, l'amour. Vous trouverez toutes les informations sur mon livre dans la description de cette vidéo. En vous rendant sur mon site internet, vous trouverez le premier chapitre en libre accès, chapitre que j'ai utilisé pour réaliser cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. J'espère que, par ce livre, de plus en plus de personnes prendront conscience que la philosophie est une discipline ouverte à tous, qu'à défaut de nous donner toutes les réponses, elle nous aide peut-être à nous poser les bonnes questions.